Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une ressource mystérieuse connue seulement par les initiés. Cette ressource concerne Charlie Parker, dont je vous disais dans la dernière vidéo de la chaîne que ça a été le jazzman sans doute le plus influent de tous les temps. Et cette vidéo va en être la preuve, puisque je vais vous parler d'une thèse qui est consacrée à décortiquer son jeu, et vous allez voir que les conclusions de son auteur vont être très intéressantes pour vous, pour votre pratique, surtout si vous trouvez que votre jeu n'est pas assez clair, pas assez consistant, et que vous n'arrivez pas à jouer à des tempos très élevés. Je vous révèle tout ça après le générique. Jazzwomen, Jazzmen, bonjour, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée à Charlie Parker. Donc j'ai déjà publié 2 vidéos. La première, c'est une transcription du solo de Charlie Parker sur Yardbird Suite que je vous recommande d'apprendre pour vous faire progresser dans votre pratique du jazz. Et cette deuxième vidéo vous présente Charlie Parker avec une petite devinette, sachant que les ressources de ces vidéos sont disponibles sur ma page Patreon, donc à savoir la transcription du solo et puis des vidéos complémentaires visant à vous faire intégrer le discours de Charlie Parker avec des petits exercices dédiés d'application comme ici, ou alors de travail de petites cellules mélodiques comme ici. Venons-en au sujet de cette vidéo, j'aimerais vous présenter un jazzman qui s'appelle Thomas Owens. Alors, il faut savoir que je partage les conclusions de ce blog qui est Charlie Parker Centennial, une super ressource sur Charlie Parker. Donc Thomas Owens, qui est mort en 2021 et né en 1938, c'est vraiment, comme ils l'écrivent, une énigme. Parce que, en effet, on n'a pas de photo de lui et on n'a pas forcément d'enregistrement non plus de lui, donc on ne sait pas comment il joue, on ne sait même pas quel instrument il joue, je pense qu'il jouait du saxophone alto. Et Thomas Owens, il est particulièrement connu pour la thèse qu'il a rédigée sur Charlie Parker et plus précisément sur le style d'improvisation de Charlie Parker. Sa problématique, ça a été qu'est-ce qui caractérise le jeu de Charlie Parker, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir à répliquer à l'identique le jeu de Charlie Parker. Il a soumis cette dissertation en 1974 à l'Université de Californie Los Angeles et ça lui a valu le titre de docteur en musicologie. Je vais vous mettre bien entendu le lien en description auquel vous pouvez vous la procurer vous aussi, c'est totalement gratuit. Alors cette ressource, si vous n'en avez pas encore entendu parler, il y a une raison. Regardez à quoi ça ressemble. Déjà, vous pouvez voir ici qu'il y a 400 pages pour le premier volume et 500 pages sur le deuxième volume. En effet, c'est en 2 volumes, je vais vous expliquer comment ça s'organise. Et ensuite, vous pouvez voir que donc c'est écrit en tout petit et les exemples sont écrits à la main. Bah forcément, dans les années 70, on n'avait pas encore de logiciel d'édition musicale comme MuseScore. Donc je vous disais qu'on a 2 volumes. Le volume 1, ça va être le volume explicatif. Le volume 2, ça va être le volume annexe, avec toutes les annexes, avec notamment toutes les transcriptions des solos que Thomas Owens a étudiés pour sa thèse. C'est-à-dire que dans ce second volume, pour toutes les tonalités dans lesquelles a joué Charlie Parker, vous avez une sélection de solos sur des morceaux. Et par exemple, si on prend la page, pour Donnelly, la page 66, voilà, vous avez une transcription de son solo sur Donnelly. Vous avez même des transcriptions des alternate takes, c'est-à-dire qu'il a même été jusqu'à transcrire des morceaux qui n'ont pas été sortis et qu'on n'a pas conservé pour pouvoir comparer les différences entre les différentes prises. Je les ai comptés pour vous, vous avez environ 200 morceaux, 200 transcriptions qui sont disponibles comme ça gratuitement. Ça veut dire que sur les 900 enregistrements recensés à cette époque de Charlie Parker, Thomas Owens en a relevé un bon 5e, ce qui est quand même absolument démentiel, c'est énorme. La quantité de boulot, c'est juste incroyable. Donc si on prend le premier volume, voici comment s'organise la thèse de Thomas Owens. En fait, dans le premier chapitre, il va introduire le sujet, le deuxième, il va parler des caractéristiques stylistiques qui entourent le jeu de Charlie Parker. Dans le chapitre 3, il va rentrer dans le vif du sujet et parler des motifs d'improvisation. Encore une fois, c'est le plus intéressant, donc on y revient tout de suite. Dans le chapitre 4, il va parler de ses débuts, donc de toutes ses influences, notamment avec des plans à la pluie qu'il a piqué par exemple à Lester Young, etc. Et ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet et par tonalité, donc Ré bémol, La bémol, Mi bémol, Si bémol, etc., 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 Thomas Owens va lister les motifs
caractéristiques de son jeu et va énumérer les techniques qu'il utilise et les techniques qui sont propres à chaque tonalité. Donc comment est-ce qu'il appréhende tel degré, qu'est-ce qu'il joue sur tel accord, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois sur les 4 dernières mesures d'un blues en fa, par exemple. Et là, dès lors, on peut remarquer une chose très intéressante, c'est que Charlie Parker, il a beaucoup improvisé dans les tonalités majeures, donc Ré bémol, La bémol, Mi bémol, Si bémol, majeur, Fa majeur, Do, Sol, et les autres qui sont un petit peu moins importants, donc Ré, La, Mi, Si et Fa dièse majeur, et très peu en tonalité mineure, parce que vous voyez qu'on n'a qu'un seul chapitre dédié à la tonalité mineure. Ensuite, on peut remarquer qu'on a des chapitres entiers dédiés à des formes musicales particulières, notamment le blues et le Rhythm Changes. Donc je vous explique ce que c'est. Le blues, c'est une forme musicale bien connue, la plus enregistrée en jazz, donc héritée du style musical qu'on connaît, donc qui est à la fondation du jazz. C'est 12 mesures, premier degré, quatrième degré et un 2-5 à la fin, en gros. Et I Got Rhythm, c'est un morceau de George Gershwin. Et en fait, ce morceau, les boppers notamment s'en sont emparés, ont viré le thème et ont réécrit des thèmes par-dessus en conservant la grille, et ça donne les Rhythm Changes, donc Rhythm à l'abréviation de I Got Rhythm, et Changes, ça veut dire les accords, la progression d'accords. Donc Rhythm Changes, la progression d'accords de I Got Rhythm. Et ça, c'était vraiment un terrain de jeu privilégié des boppers. Donc c'est un énorme morceau, et le principal problème avec ceci, c'est que toutes les informations que vous allez trouver dans le livre sont présentées de manière académique, et que vous n'allez avoir aucun côté didactique à la ressource, c'est-à-dire que ce n'est pas une méthode d'improvisation, ce n'est pas une méthode pour apprendre avec des exercices qui vont vous montrer comment improviser comme Charlie Parker. Là, c'est vraiment comme si vous avez un dictionnaire devant vos yeux, voilà comment ça se passe, la langue française, mais bien entendu, vous savez très bien qu'on n'apprend pas à parler le français avec un dictionnaire. Cela dit, vous vous doutez bien que cette ressource, c'est une véritable mine d'or. On peut passer des heures et des heures à l'explorer, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, et je vais vous présenter les choses qui m'ont paru les plus intéressantes à l'intérieur et celles qui vont sans doute le plus vous aider à progresser. Tout le chapitre 2 est très intéressant à lire parce qu'il parle notamment de la manière de phraser de Charlie Parker, notamment que Charlie Parker, il avait une manière d'accentuer la note la plus haute de la phrase pour donner beaucoup de relief, et il explique aussi comment il fait son coup de langue et comment il place ses liaisons à l'intérieur de son phrase et de croche. On en arrive au chapitre 3 et à la conclusion principale de Thomas Owens concernant le jeu de Charlie Parker, qui est que le jeu de Charlie Parker est composé d'une centaine de motifs qu'il varie dans ses solos, et à chaque fois ces solos ne sont composés presque que de ces motifs-là. C'est-à-dire que vous avez une centaine de motifs, et dont certains qui sont beaucoup plus utilisés que d'autres, et d'ailleurs il cite le nombre d'occurrences pour chaque motif, donc par exemple pour le premier motif qu'il a recensé, vous avez 1600 occurrences dans les 200 transcriptions qu'il a faites. Et nous, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est les motifs qui sont le plus utilisés par Charlie Parker, ceux qui sont utilisés plus d'un millier de fois, et ces motifs, Thomas Owens, il les détaille dans cette longue logorée absolument illisible. Et en fait, pour chacun de ces motifs-là auxquels il fait référence, par exemple là il fait référence au motif M4A, motif 4A, en fait il faudrait qu'on fasse l'aller-retour entre ce volume 1 et le volume 2, et la partie motif du volume 2, je vais vous montrer ça, qui est ici, et alors le motif 4A en l'occurrence, il est ici là, vous voyez. Donc à chaque fois il faudrait qu'on fasse l'aller-retour. Et il y a des petits malins du blog de Charlie Parker Centennial qui se sont dit, ce serait pas mal quand même de reprendre le texte et puis de mettre les motifs en dessous en même temps, quoi. Ce qui paraît plus pratique. Donc par exemple, là vous avez tout le début du long paragraphe que je vous ai montré tout à l'heure, et les motifs auxquels le paragraphe fait référence juste en dessous. Donc nous, on va s'intéresser à ça. Et je vous mettrai bien entendu le lien vers cette ressource également en description. Donc c'est parti, première famille de motifs, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce qu'utilise le plus Charlie Parker dans ses solos, ce sont les arpèges. Donc si on se prend le motif 1A, petit a, on a, avec un rythme de triolet, 1, 2, 3, 4, 2, ou alors varié comme ça avec un autre rythme, et même avec une petite approche chromatique ici,
Et donc bien entendu, on pourrait étudier dans le détail chacun de ces petits motifs-là. C'est déjà en soi, rien que pour chaque, on a plein d'exercices à travailler pour les intégrer dans notre jeu. Et il y a certains choix de notes de Charlie Parker qui sont particulièrement intéressants, parce que là, vous voyez, on a celui-là, le 1A petit e, il est particulièrement intéressant. 1, 2, 3, 4... Donc là, on a... Donc ça, il ne spécifie pas malheureusement Thomas Owens, mais on a un arpège mineur 7 bémol 5 avec la 11e qui est visée par Charlie Parker, et ça c'est particulièrement intéressant, c'est ce qui donne le son sophistiqué de Charlie Parker. Celui-là, le motif 1B petit a, vous allez tout de suite le reconnaître parce qu'on l'entend partout dans les chorus de Charlie Parker. Et ça s'est repris par énormément de boppers derrière lui, comme Chet Baker. On en a d'ailleurs dans le solo de Chet Baker que j'ai analysé. Et donc ce petit bout-là, il se retrouve dans plein d'autres solos derrière. Donc vous voyez, on n'a pas à chaque fois la même chose, mais on a toute une famille d'éléments musicaux qui sont, en l'occurrence, les arpèges, et plusieurs formes d'arpèges. Et en fait, Sol, Si, Ré, Fa, vous allez pouvoir le retrouver sur un accord de Sol mineur 7, puisque si on le prend à partir d'ici, c'est vraiment un Sol mineur 7, mais par exemple également pour un accord de Si bémol majeur 7, par exemple. Si vous mettez une basse de Si bémol derrière, Charlie Parker, il a sans doute utilisé aussi comme ça. C'est pour ça que Thomas Owens, il n'a pas forcément mis les couleurs d'accords en haut, ce qui n'est pas très pratique pour nous. Des fois, il précise que, là par exemple, vous voyez, motif 1A et motif 1B, c'est toujours, presque toujours, sur des accords 7 ou des accords 9, donc 7 avec la 9e. Et il précise des fois également que tel motif, il le joue surtout dans cette tonalité. Intéressons-nous maintenant au deuxième motif le plus récurrent dans les solos de Charlie Parker, puisque vous voyez que sur les 200 transcriptions qu'a réalisé Thomas Owens, il apparaît quelque chose comme 1400 fois, puisque c'est en fait un ornement. C'est le mordant qu'on a l'habitude de voir et dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc si je vous prends le 2A petit a, 1, 2, 3, 4... c'est de ça dont il s'agit. Ça c'est celui-ci là. Donc ça pareil, vous l'entendez vraiment souvent dans les solos de Charlie Parker, j'ai pas besoin d'élaborer dessus. Troisième motif, pareil, si vous connaissez bien Charlie Parker, vous allez le reconnaître, je vous joue le 3A petit a, 3, 4. Vous voyez que c'est très proche à chaque fois. C'est à chaque fois des variations sur la même idée, et ça consiste d'un 5 1 mineur, en fait, par exemple là c'est à chaque fois en Do majeur ou Do mineur, on sait pas trop, puisqu'on arrive sur la quinte, on n'arrive pas forcément sur une tierce de l'accord suivant. Donc là en fait, c'est comme si vous aviez Sol 7, bémol 9, bémol 13, donc un Sol 7 empreint des couleurs de la tonalité mineure, donc un accord dominant issu de la tonalité mineure, et ce que va faire Charlie Parker, lui, c'est que souvent, il va le faire résoudre en tonalité mineure, donc sur des premiers degrés de tonalité mineure, mais également, et ça va être une nouveauté par rapport à ce qui se faisait à l'époque, également sur des degrés de couleur majeure. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire aussi bien donc résoudre sur un degré mineur, là j'ai résolu sur Do mineur, mais aussi sur un degré majeur. Donc ça, c'est vraiment une composante très importante du jeu de Charlie Parker, et c'est 1100 occurrences environ sur les 200 transcriptions. Quatrième motif, vous allez retrouver une forme qu'on aime bien sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de chromatisme. Donc ça va être toute la famille des chromatismes entre deux notes comme ça, et je dirais même plus des chromatismes issus de gamme entre guillemets bebop. Même si à l'époque on n'appelait pas ça vraiment gamme bebop, on l'a caractérisé comme gamme bebop ensuite pour faciliter l'apprentissage. Et ici, ce genre de petit motif, vous pouvez très bien le retrouver au sein d'une forme un peu plus linéaire, un peu plus longue, comme une gamme bebop. Là, en l'occurrence, ça pourrait être la gamme bebop de Si bémol majeur. Si je joue Si, La, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Ré, Do, Si. Je vous fais une phrase. Donc là, j'ai pensé gamme bebop majeure de Si bémol, et à l'intérieur de la gamme bebop de Si bémol majeur, et compris
ce petit bout-là. Pareil, ici, vous pouvez très bien penser gamme bebop de si bémol dominant. Ça, ce petit bout, je l'ai déjà analysé sur la page Patreon, je vous mettrai le lien en description. Je vous en ai parlé de cette petite cellule mélodique, je vous l'ai fait travailler. Donc si vous suivez la page Patreon, vous la reconnaissez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez jouer en pensant à une gamme bebop dominante. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, vous avez déjà appris à le faire. Donc vous avez ça en descendant, vous avez ça aussi en remontant. Et avec des chromatismes de 2 notes, mais avec des chromatismes également de 3 notes. Ou alors même 5 notes. Terminons cette petite étude des motifs avec un des derniers qui est encore très utilisé par Charlie Parker, à savoir le 5A. Et là, on va retrouver une forme qu'on aime particulièrement encore sur cette chaîne. Je vais vous la montrer. On est sur ce petit élément-là. Ré bémol, si, do. Nous avons une note cible ici qui est approchée par une note supérieure et une note inférieure. Des notes d'approche qui encadrent cette note cible. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je vous en ai déjà parlé. On appelle ça des unclosures. Vous voyez que Charlie Parker, il va en jouer une flopée sous plein de formes. La 5B. La 5C, elle est intéressante aussi, c'est une phrase qui joue très souvent, 200 fois sur les 200 transcriptions. Ça, c'est vraiment une phrase qui joue souvent, par exemple, à la fin de ces solos de blues, blues en fa. Allez, pour terminer sur cette histoire de motifs, je vais vous montrer 3 qui sont particulièrement intéressants et que vous avez forcément déjà entendu. Donc vous avez le motif numéro 44, The High Society Motif. High Society, c'est un morceau bien connu en Amérique. Et en fait, ça fait alors le 44, ouais. Quand Charlie Parker le joue dans ses solos, c'est bien entendu au second degré, c'est un motif qui sonne très guilleret, très simple, donc c'est un petit peu une blague musicale quand il le joue. Vous avez également le motif numéro 53 qui est le habanera, donc issu de Carmen. Donc le 53, je vous le joue. Donc ça, quand Charlie Parker le joue dans ses solos, c'est bien entendu également une citation, c'est un peu une blague musicale, et d'ailleurs c'est aussi repris par Dizzy Gillespie, ou alors d'autres, moi ça m'arrive de les citer dans mes solos aussi. Vous avez aussi le Country Gardens, encore une pièce de musique classique américaine. Le Country Gardens, il est là. Et pareil, il le joue souvent à la fin de ses morceaux. Ou alors encore... etc., etc. Donc quand vous entendez Charlie Parker conclure le morceau avec ça, après avoir posé le dernier accord, bien entendu, c'est encore une fois une blague, ce qui prouve que le type avait quand même un peu d'humour. Bon, mais ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que si Thomas Owens, il a pu caractériser le jeu de Charlie Parker en 100 motifs récurrents qu'il variait et combinait dans ses solos, c'est que Charlie Parker a dû les travailler de manière ciblée, précise et répétée dans le temps. C'est-à-dire que pour jouer ce premier motif, là par exemple, à la vitesse de l'éclair dans ces grandes phrases en double croche, bien entendu, il a dû passer du temps à travailler ses formes sur son instrument. Et ça m'amène à ma conclusion, qui est que si jamais vous aussi vous voulez un jeu consistant comme Charlie Parker, dont on se dit que si jamais on relevait tous vos solos, on pourrait retrouver cette même récurrence de petits motifs, il va falloir que vous aussi, vous décidiez quel motif vous voulez incorporer dans votre jeu, et que vous les travaillez sérieusement pour qu'ils deviennent des réflexes que vous n'ayez plus à penser pour les jouer. Et ça amène à réfléchir à l'improvisation de manière totalement différente de ce que vous avez pu voir jusqu'ici, puisque là, il n'est plus tellement question de feeling, d'entendre des choses. Là, il est question de se façonner un répertoire de motifs, d'assembler ces motifs en phrases mélodiques, et de les travailler suffisamment pour qu'ils deviennent une seconde nature et qu'on puisse les jouer très très vite. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi j'ai monté ma page Patreon, et c'est le but de cette page, de vous aider à incorporer ces éléments de vocabulaire à force d'exercice, et donc avec ce genre de séquence, voilà, donc on étudie des cellules mélodiques incontournables à intégrer dans votre discours, que je prends sur des progressions d'accords bien connues, et voilà, je vous les fais travailler avec... vous voyez que là vous devez improviser, vous devez intégrer le motif, la cellule mélodique de manière imposée dans votre phrase, et puis continuer.
et je vous montre tout ça avec des vidéos dédiées. Donc je vous encourage à rejoindre cette page Patreon, c'est vraiment pas cher, c'est le prix d'un café par mois, donc pour bénéficier de toutes ces belles ressources. Et bien entendu, en nous basant sur la thèse de Thomas Owens, on va beaucoup parler de Charlie Parker dans les prochaines semaines, le prochain mois, sur la page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour montrer qu'elle vous a plu. On se retrouve dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt sur jazzcomposer.fr.